Et un jour, il a eu un accident en kite qui lui avait obligé d'arrêter la compétition. Et il s'est retrouvé, du coup, pour se mettre à la compétition, il a un peu tout lâché pour le kite. En fait, les lignes, si elles s'entourent autour du doigt, si ça repart, ouais, ça arrache le doigt. Ouais. Je me suis pris dans la lèvre et ça a transpercé ma lèvre. Et du coup, j'ai fini toute ma journée de compète avec la bouche fermée, il y a l'air qui rentrait dans ma bouche. Je me suis fait recoudre sur la plage après à vif. Et on a eu des dauphins qui sont venus un peu à côté. Ouais, du coup, on s'est mis dans l'eau avec eux, c'était assez incroyable. Je veux pas que mon père travaille plus pour que je puisse faire ce que je veux en fait. Mais la tête, elle tape à quoi? Elle tape à l'eau ou elle tape au ouais. kite? Ah ouais, à l'eau. Et Ouais. donc tu peux t'évanouir? Ah ouais, carrément. Aujourd'hui, je reçois Mathéo Kogiek. Mathéo, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci d'être venu, ça nous fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en 30 secondes, juste dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je m'appelle Mathéo Kogiek. Donc là, actuellement, j'ai 20 ans et je fais du kitefall en compétition. J'ai commencé le kite à l'âge de 10 ans avec mon père à Saint-Brévin. Et depuis, c'est monté crescendo jusqu'à m'être dirigé pour une préparation olympique pour 2028 en cool. kitefall. On va reparler de tout ça. Comme tu disais, tu as commencé à 10 ans avec ton père. En 2019, tu es soutenu par le programme Graines de Champion de Joker, si je dis pas de bêtises. Exact. Tu as été vice-champion de France en U21 et vice-champion de France en senior en 2024. Cette année, ouais. Cette année, donc, l'année dernière. Oui, pour le coup. Maintenant, on est en 2025. Trop cool. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu. C'est des questions courtes, réponses courtes. Okay. Donc, est-ce que tu es plutôt vent fort ou vent léger? Plutôt vent fort. Est-ce que tu es plutôt freestyle ou vitesse pure? Alors, je dirais que la vitesse pure, c'est pour la compétition et le freestyle plutôt pour le plaisir. Ok. Saut vertigineux ou figure technique? Figure technique. Océan ou lac? Océan. Ok, cool. Donc tu me disais que tu étais originaire de Saint-Brévin-les-Pins. Donc le kitesurf, c'est un peu une histoire de famille dans ta famille? Exactement, c'est plutôt une histoire père-fils. Mais on a fait nos débuts ensemble sur la plage et depuis, c'est toujours un énorme plaisir de naviguer ensemble. On essaie de le faire au plus quoi. Ok. Et donc lui, il a commencé direct dès que tu étais gamin à te mettre sur une planche de kite et à t'apprendre les gestes? Mon père, il a toujours fait de la planche à voile ou toujours été un grand sportif, notamment dans l'eau. Et il a commencé le kite, je sais même pas trop quand, mais vraiment dans le début du kite. Et moi, gamin sur la plage, j'étais fasciné par ce sport. Et dès que j'ai eu l'âge de pouvoir m'y mettre, je m'y suis mis directement. Je l'ai harcelé pour qu'il me mette dans l'eau, parce que c'est quand même un sport qui reste à risque. Du coup, une fois que c'était parti, après, j'ai tout de suite mordu et ça s'est jamais arrêté, quoi. Et tu commences pas direct avec une voile, je présume, tu commences avec des planches, je sais même pas comment ça s'appelle, mais... En fait, on commence avec des cerfs-volants. Ouais. En soi, c'est le principe même du pilotage du kite. Donc, quand j'étais plus petit, je faisais beaucoup de cerfs-volants. Ok. Pendant toute ma jeunesse, je faisais des cerfs-volants. Du coup, la prise en main du kite, ça a été assez facile, notamment pour le pilotage. Et après, ça commence assez vite. Par contre, on prend des petites voiles parce que j'étais vraiment un petit gabarit quand j'ai commencé. Et on s'adapte aussi en fonction des conditions. Et après, si, c'était une voile de kite directement pour se mettre à l'eau, pas le choix de s'équiper. Ouais. Et tu te souviens de ta première fois quand tu montes sur une planche de kite ou c'était trop jeune? Non, le premier bord est resté. C'est quand même assez compliqué sur les premiers instants. Il faut une bonne semaine avant de réussir à tirer ses bords correctement. Et c'est vrai que le premier bord où c'était parti, c'était déjà l'accomplissement d'y arriver, c'était déjà trop cool. Et puis les sensations qui sont arrivées tout de suite de vitesse, de glisse sur l'eau, c'était incroyable. Quand tu dis tirer ses bords, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas, ça veut tirer dire ses bords, en fait, c'est juste d'aller à un point A à un point B okay. Au travers du vent. Sans faire demi-tour. C'est juste voilà, aller à un point A, un point B. Ouais, c'est ça. Faire tirer des bords, faire des allers-retours, quoi. Ok. De juste naviguer tranquille sur l'eau, quoi. T'as dit que tout à l'heure, là, juste à l'instant, tu disais que t'étais un petit gabarit. C'est vrai qu'on trouve sur Internet que t'étais un peu trop petit, un peu trop léger, et il n'y a pas beaucoup d'écoles de kite qui voulaient te prendre dans les écoles. Alors, le poids a toujours été un gros problème pour moi. Quand j'avais du coup 9 ans et demi, 10 ans, quand j'ai commencé, il fallait faire, je crois, 35 kilos pour pouvoir être pris dans les écoles de kite. Okay. C'est la norme réglementée pour les largueurs de sécurité. Et du coup, moi, je faisais même pas 25 kilos, donc j'étais beaucoup trop léger. Et du coup, aucune école voulait me prendre. Mais vu que moi, je tannais mon père pour aller dans l'eau, il a fini par m'y mettre. Mais ouais, au début, personne ne voulait me prendre en école par sécurité.
Mais du coup, au final, je suis très content que ce soit fait comme ça et Ouais. que d'avoir appris avec mon père, c'était encore plus beau, je pense. Et donc, tu t'entraînes qu'avec ton père, tu vas pas en école au début. Du coup, je suis jamais allé en école de kite. Ok. Je déconseille de faire comme moi parce qu'il faut aller apprendre les bases en école, c'est très important. Mais du coup, ouais, j'ai appris avec mon père. Il m'a tout appris sur les premières bases et c'était top, quoi. Cool. Et tu arrives avec cet entraînement autodidacte et t'entraîner tous les jours à vice-champion de France l'année dernière. Alors, il y a eu un peu de changement depuis. Ouais, d'accord, ok. C'est vrai que les premières années, j'ai tout fait en autodidacte, où je demandais des conseils à des potes à moi sur le spot qui avaient un meilleur niveau que moi. Hmm. Et je regardais beaucoup de vidéos sur Internet. Enfin, j'essayais de faire le maximum en autodidacte parce qu'on n'avait pas de coach ici, on n'avait aucune structure d'entraînement. Donc c'était assez compliqué de progresser, notamment face aux gros pôles espoirs comme il y a hier, où il y avait à Dunkerque, où ils Hmm. avaient des entraînements toutes les semaines avec des coachs. Enfin, c'était cadré. Il fallait garder le niveau tout seul. C'était assez compliqué. Mais du coup, finalement, après, pour aller plus loin, il fallait aller dans une structure comme le pôle Professionnel. espoir. Ouais. Tu peux nous expliquer les différentes disciplines dans le kite parce qu'on entend parler de kitesurf, kitefoil, enfin et Ouais. plein d'autres. Est-ce que tu peux nous dire toi ce que tu pratiques et quelles sont les différences? Alors du coup, on a pas mal de disciplines dans le kite et du coup, c'est ce qui est cool avec ce sport, c'est il y en a vraiment pour tout le monde. Donc on a du coup le kitesurf avec classique avec une planche qui est rectangulaire, bidirectionnelle. Donc c'est une planche qu'on va utiliser pour faire les disciplines du big air. Donc c'est tout ce qu'on va voir, les énormes sauts comme on peut voir sur internet où là on a vraiment des grosses sensations de hauteur où on vole quasiment. Ensuite on a le freestyle, donc ça c'est des tricks qui sont un peu plus techniques. Donc là, c'est tout ce qui va être figure dans tous les sens. Donc là, pareil, ça c'est une des disciplines que j'aime le plus. Après, on va voir avec un surf. Donc là, on prend une planche de surf, enfin un peu plus renforcée que la classique, mais l'idée est la même. Et du coup, on va jouer dans les vagues où on peut sauter aussi avec. Enfin, il y a plein de façons de faire. Et pour finir, on a le kite foil. Donc les kite foil, on a soit le foil de race, soit le freeride ou les sauts on peut tout faire avec un foil aussi. Enfin bref, c'est assez varié, assez riche, et du coup, chacun s'oriente vers une discipline Ouais. un peu préférée, quoi. J'ai vu que même avec le foil, on peut faire des sauts aussi grands que le kitesurf. Enfin, peut-être pas aussi grands, mais en tout cas. Quasiment, ouais, il y a des grands noms comme Charles Brodel, qui est français, qui fait des trucs de dingue en kitefoil, c'est assez impressionnant. Ouais. Et toi, quand t'es petit, mis à part avoir vu ton père, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport plus qu'un autre? Parce que t'as fait d'autres sports avant ou... Ouais, déjà, j'étais tout le temps dans l'eau. Ok. J'ai eu la chance de grandir au bord de la mer, donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans l'eau. Donc tout ce qui était surf, je faisais du sauvetage côtier quand j'étais petit. Je faisais beaucoup de natation et déjà un fort contact avec la mer. Et du coup, là, ce sport-là, ça m'a tout de suite attiré, quoi. Ok. Et tu disais que tu commençais par le freestyle. Mhm. Donc ça, c'est ta première discipline, on va dire. Ouais. Ça consiste à quoi? C'est de faire les figures les plus hautes, les plus spectaculaires. Et Il y a des points dans les en compétitions. fait, en compétition, on va avoir des juges qui vont être là pour noter. On va faire des hits, donc c'est des passages où on est entre 2 et 4 sur le passage. Et du coup, on s'affronte. Donc on a plusieurs notations, donc sur le style, l'engagement et le tricks réalisé. Et du coup, l'idée, c'est de faire des rotations avec des passages de barre ou rajouter des grappes sur la planche. Enfin, c'est un ensemble qui fait du coup une note finale et qui donne du coup accès à la finale au-dessus, quoi. Ok. Et ton premier saut en kite, tu t'en souviens? Je me souviens pas trop de mon premier saut, je pense que ça arrivait assez vite. Ok. Mais je me souviens surtout de mon premier passage de barre, c'était l'objectif pour moi au début. En fait, l'idée, c'est on se décroche du harnais, donc on a le quai dans les bras, et c'était de passer la voile derrière son dos. Donc ça, c'est une figure assez technique qui est un peu la base du freestyle. Donc ça, je me rappelle bien de ce premier passage de barre. Et ce que j'aimais bien quand j'ai commencé aussi, c'est que les sauts ils étaient de plus en plus hauts, et à chaque fois que je montais encore plus haut, j'avais la sensation encore de hauteur qui arrivait, et là je me faisais encore surprendre, et c'était assez cool. Et t'as l'adrénaline à ce moment-là Ouais, carrément. quand t'envoies et t'as toujours l'adrénaline alors que maintenant ça fait plusieurs années que tu Ça, pratiques. malheureusement, ça s'estompe un peu quand même, mais Ok. franchement, elle est encore là, ouais, il y a toujours des nouveaux tricks à aller chercher. Et puis, je pense que le meilleur sentiment, c'est travailler pour un trick qui est dur à avoir, et quand on le pose enfin, là, enfin, on est tellement content de le Ouais. poser que c'est surtout ce sentiment de satisfaction qui est assez cool à rechercher, quoi. Tu vas à quelle vitesse en kite enfin,
j'ai cru voir, et puis même j'ai vu des vidéos, ça a l'air d'aller assez vite. Ouais. Tu sais quoi les records de vitesse, ou pas les records, mais en tout cas les vitesses moyennes? Alors le kitefall, c'est le support voile légère le plus rapide par rapport aux autres. Donc du coup, on atteint jusqu'à 75 km/h sur l'eau, donc c'est assez conséquent. Euh, Généralement, à toutes les sessions, on tourne autour de 30-35 nœuds, ça nous fait à peu près Ouais, 60-65 km/h. Et quand on fait vraiment des records de speed, on arrive jusqu'à 70-75 km/h, ça commence à être mais de là, bonne vitesse. si tu tombes, là, ça fait mal de tomber dans Ouais, l'eau ça fait un peu mal. à cette On est vitesse. équipé pour. Après, on met des casques et des vestes impact pour limiter les dégâts. Mais généralement, à cette vitesse-là, on ricoche sur l'eau. En fait, on Ouais. plante pas net. Donc, Tu ricoches sur plusieurs mètres. ouais, sur une dizaine de mètres Comme en minimum. bateau quand on fait de la bouée ou des Ouais, trucs comme ça. exactement. On ricoche. Et puis, bon, ça fait quand même mal parce que l'impact, l'eau à une certaine vitesse, C'est comme le béton. c'est comme du béton. Ouais. Ouais. Mais bon. Ok. C'est quoi pour toi, même si ça fait longtemps que t'en fais, c'est quoi le plus dur à maîtriser en kite? Bah, je pense que au début, ce qui est dur, c'est de tout gérer en même temps. Parce qu'on a la planche, on a les vagues, on a le vent, on a la voile à gérer. Ça fait peut-être beaucoup à gérer au début. Et au fur et à mesure, ça devient une habitude. Donc, il n'y a plus de difficultés. Mais ouais, en fait, c'est que c'est un sport qui reste quand même très technique. Et si on arrête de pratiquer une discipline, on perd très vite. Donc, ce qui est dur, c'est de vraiment pas lâcher, de s'entraîner toujours pour pouvoir faire que progresser et surtout limiter la perte, quoi. Et t'as déjà vu, t'as déjà fait, moi sur des vidéos, des fois on voit des mecs, ils ont leur planche à la main, ils sautent d'un rocher avec leur voile et ils atterrissent dans l'eau. T'as déjà fait ce genre de Ouais, truc? c'est pas des trucs très malins, mais c'est assez marrant à Ouais. faire. Parce qu'il y a des risques. Ouais, il y a des risques, mais bon, je pense qu'on quand on fait du kite, c'est qu'on aime un peu le risque. Et oui, oui, ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de truc, quoi. Fallait peut-être pas le dire à papa. Non, bah, il est au courant, moi, je suis assez transparent avec ça, mais ouais, Ok. ouais, c'était. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler d'Étienne Lotte? Il représente quoi pour toi? Ouais, Étienne Lotte, ouais, c'était du coup le coach du Pôle Espoir Bretagne. Et c'est un peu le premier coach qui m'a appris un peu sous son aile au début. Donc bah, tous les week-ends, on allait jusqu'à Quiberon en voiture pour s'entraîner là-bas. Donc ça faisait quand même. Enfin, sur le plan familial, ça impactait quand même Ouais. beaucoup. Et donc il m'a emmené sur mes premiers championnats du monde jeunes quand j'avais à peine 12-13 ans. Enfin, c'était ouf pour moi. Et là, du coup, c'est vraiment lui aussi qui m'a transmis la passion du freestyle et qui m'a donné envie de m'entraîner et plus que ce soit un simple loisir du week-end et de m'y mettre un peu plus sérieusement, quoi. Comment tu le rencontres, Étienne? Bah franchement, Tu sais même plus? je sais même plus trop. Ouais, je pense que peut-être que c'est mon père qui a dû prendre contact avec lui, mais Ok. j'ai pas trop le souvenir de. Bon, toi, Ça t'as se 11 fait ans, très naturellement. ouais, voilà, t'as Ouais, 11 t'as ans, on te 11 l'a ans. présenté et t'avais des yeux admiratifs. Parce que Ah bah ouais. lui, il est champion ou... Il a eu des titres, ouais, Ouais, et il était à un très très bon niveau avant. Ouais, et puis ouais, il a eu des titres ok. pas mal. Je Tu, sais plus lesquels, mais. tu continues à le voir? Bah, on s'est un peu perdu de vue parce que maintenant il coach plus trop, mais quand on se croise, ouais, c'est un grand plaisir à chaque fois. Ok. À quel moment de ta vie tu te dis dans ta tête, je veux atteindre le haut niveau? Parce qu'au début, tu fais ça par plaisir, je présume, un peu Ouais. par passion. Bah, en fait, ça Et s'est fait assez naturellement. Au début, c'était vraiment que du kiff, enfin toujours que du kiff, mais il n'y avait aucune attente de compétition. Après, du coup, Étienne m'a emmené sur les premières compétitions. Après, je me suis dit, ouais, les compétitions, ça commence à me plaire, surtout que je faisais déjà beaucoup de compétitions de natation avant. Donc, j'avais déjà un peu cet esprit de compétition-là. Et, et du coup, j'ai commencé à y mettre de plus en plus. Et ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est quand c'est devenu olympique. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a peut-être un truc à jouer là. Peut-être si ça peut devenir un projet olympique, ça peut être fou. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis mis au foil et c'est là où ça s'est vraiment concrétisé, quoi. parce que là, le foil, c'était olympique en 2024. Exactement. Ouais, et donc 2028, ça va continuer à être olympique. Ouais, on n'a pas encore la certitude, mais il y a de Ok. grandes chances. Normalement, ça a été signé pour 2 Olympiades, donc il y a des fortes chances que ce soit Parce que maintenu. ça peut s'arrêter après, ça peut faire 2 Olympiades et après Ouais, en fait, s'arrêter. c'est des sports au début sont testés quoi, Ouais. au niveau des jeux, et puis si ça convient pas, mais bon, je pense que c'était un bon succès cette année, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, quoi. Ouais, c'était à Marseille hein, cette année? À Marseille cette Ouais. année, ouais. Je suis passé à Marseille, mais je sais pas si. Enfin, je suis allé voir la voile, je crois, Ok. mais pas le K-foil. Ah, Euh, c'était vers août, le kitefoil, le ouais, début ouais. août, ouais. T'étais là-bas, toi, ou t'as Alors, regardé? je suis pas allé au jeu à Marseille parce que bon, il y aurait beaucoup de monde et puis Ouais. j'aurais pas eu beaucoup de temps avec Lauriane et Axel qui ont fait quand même de très bonnes choses, surtout Lauriane qui a fait sa médaille d'argent. On va en reparler, ouais. Ouais.
Euh, et aujourd'hui, tu fais des études ou... Ouais. Alors, j'ai rencontré notamment un Baulois, là, Vincent Tiget, qui avait été une grosse carrière dans le kite aussi. Et un jour, il a eu un accident en kite qui lui avait obligé d'arrêter la compétition. Et il s'est retrouvé, enfin, du coup, pour se mettre à la compétition, il a un peu tout lâché pour le kite. Hmm. Et le jour où il était blessé, bah, il avait plus rien. Et il a dû se remettre dans les études un peu plus tard. Et j'ai beaucoup échangé avec Vincent. Et c'est vrai que il m'a quand même fait bien ouvrir les yeux. Parce que quand t'es jeune, t'as 13 ans, Ouais. tu te dis, mais c'est bon, je vais pas aller à l'école, je vais aller faire du kite. Et finalement, tu te rends compte plus tard que t'es bien content d'aller à l'école. Et c'était aussi une condition imposée par mes parents de garder un cycle scolaire pour que me continuer à me soutenir dans le kite, quoi. Ouais, et puis avoir des bagages. Enfin, on a reçu. Là, toi, tu es sportif de haut niveau en ce moment, mais on a reçu aussi des anciens sportifs de haut niveau et Mhm. qui disent que quand ils arrêtent leur carrière, Ouais, à 30, 32, 35 ans, ben, ils doivent reprendre des fois des études, c'est plus compliqué. bah, bien sûr. Donc, bon, avoir des diplômes et certaines capacités, bah, ça permet de reprendre certaines choses selon les envies. Mais c'est ouais, c'est un peu le raisonnement que j'ai eu. Et franchement, ça me permet d'avoir un double projet. Puis je pense que quand ça sature dans l'un, tu te réfugies dans l'autre. Donc dans l'idée, c'est peut-être pas si mal. Forcément, ça demande beaucoup plus de travail qu'un étudiant classique. Parce qu'en soi, moi je suis dans une filière où je suis dans une classe avec des étudiants qui ont BUT Ouais. classique, quoi. Et juste j'ai un droit d'absence infini. Donc c'est quand même cool. Infini, Ouais, c'est que tu peux être. en gros, je peux faire un peu ce que je veux, mais enfin, ça doit être toujours Ouais, bien en sûr. lien avec les activités, il n'y a pas autre chose. Mais du coup, ça me fait bah, tous les cours manqués, je dois les rattraper à la maison. Et Et tu fais quoi comme BUT? je suis en BUT technique de commercialisation, Ok. Et du coup à l'université de Toulon, dans le sud, là où il y a le pôle d'entraînement. Et il n'y a pas d'autres sportifs dans ta classe? C'était le seul dans ma classe, sportif? non, il y a Lisa Caval qui fait du kite avec moi, qui est Ok. en BUT GEA, qui est juste en face. Ouais. Donc en fait, on est un peu dans la même situation tous les deux. Et ça se passe globalement assez bien, donc c'est cool d'avoir les deux. Et avec tes potes de BUT, tu les amènes un peu au kite ou leur apprendre ou c'est pas Non, trop? pas tant en fait. T'as tes potes de kite et tes potes de cours? Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Ça se mélange. Bah, les potes du cas, ils sont tous un peu timbrés, donc ça se mélange pas toujours très bien, mais franchement, non, c'est cool. Bah, ouais, tout le monde ne comprend pas trop le sport à haut niveau. C'est peut-être... Après, je comprends aussi que ce soit compliqué à comprendre, mais ouais, des fois, c'est pas compris ou mal vu par rapport à d'autres. Non, mais c'est ce que certains autres. On avait une sportive jeune aussi comme toi, qui est Fleur Vocoré, qui est championne du monde d'aviron. Ok, Elle disait des fois les gens qui ne sont pas sportifs de haut niveau comprennent pas pourquoi on reste entre nous sportifs ouais, c'est parce ça. qu'on n'a pas la même vie en fait. Quand nos Exactement. copines elles nous disent viens boire un verre, Mm. bah nous non, je dois dormir, je dois me reposer, je dois bien manger, je dois. Et en tout cas, si on veut atteindre des niveaux comme ça, on est obligé d'avoir une hygiène de vie Ouais, c'est importante. sûr, mais ouais, enfin même, j'ai entendu des fois on me dire, mais ta vie elle doit être tellement nulle, tu passes ton temps à Hmm. t'entraîner et tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, j'ai conscience de la chance que j'ai de vivre tous ces projets. Ouais. Je fais que voyager, je fais que faire du kite. Enfin, Mais c'est trop je- drôle parce que Fleur, elle nous disait exactement la même chose. Enfin, c'est ça qui est drôle. On interviewe plusieurs sportifs qui ont fini leur carrière, qui commencent leur carrière. Et il y a beaucoup de similitudes dans les discours. Fleur, elle nous disait la même chose. Elle dit je vis des choses extraordinaires, je voyage dans le monde Mhm. entier, je découvre des Des paysages. gens, des personnes, c'est incroyable. Euh, Franchement, c'est fou et, ce qu'on vit comme. et puis tu vis un truc de passion, d'où parlons passion. Donc Ouais, ouais, c'est pour exactement. ça qu'on t'a contacté. Non, mais c'est trop cool. Enfin, moi je comprendrais. Après, je peux aussi comprendre les gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent, il y a aussi un peu de jalousie, parce que forcément, quand je pars au milieu du cours pour aller naviguer, ça fait titer Ouais. certains, mais bon, c'est Ouais, comme mais la ça. Et jalousie, puis, ouais, ouais, faut passer au-dessus. bien Enfin, sûr, mais je veux dire, il y a aussi tellement de travail derrière et tellement de sacrifices sur certains points que bon. c'est un peu désolant en fait de voir ça. Enfin, Ouais, mais tu verras. Enfin, t'es encore jeune et je pense que tu verras plus tard peut-être que avec l'âge, tu diras ouais, bah, ils avaient pas, ça méritait pas le coup de toute façon. moi, je m'en rends déjà compte. Enfin, je pense pas faire les mauvais choix Hmm. et je préfère avoir un rythme de vie bien organisé
passer mon temps dans les soirées, enfin bref. Enfin bon, moi j'étais plutôt à passer mon temps dans les soirées, donc je peux t'en Bah, parler. genre, ouais, ça arrive de temps en temps de Non, non, décompresser mais- aussi parce que je pense que c'est important, mais dans l'ensemble, je trouve ça quand même plus intéressant de garder un parcours assez strict. Enfin, après, je pense que c'est très personnel Ouais, bien sûr, non, mais... comme choix dans la vie. Puis après, moi j'ai changé tout au tout, hein. Je suis sorti énormément quand j'étais étudiant et à 24 ou 25 ans, boum, je me suis mis business et je Mm. sortais plus, je buvais plus. Aujourd'hui, je bois plus une goutte d'alcool. Ouais, je pense que c'est une prise de conscience qui se fait Ouais. naturellement. Et puis, je- en tout cas, en discutant avec ces sportifs-là, enfin vous, sportifs, j'ai l'impression que vous gagnez en maturité beaucoup plus tôt parce que vous êtes un peu livré à vous-même assez jeune, parce que vous avez commencé le sport jeune et enfin c'est ce que je ressens. Bah, Et... déjà, il y a ça aussi. Bah, en kite, moi j'ai toujours été le plus jeune sur le spot Oui. pendant très très longtemps. Et du coup, bah, j'avais 13 ans et je traînais avec des mecs de 26, 28 ans qui faisaient du kite avec moi. Et t'étais dans les mêmes compétitions à 13 ans, je crois. Enfin, quand tu faisais des compétitions, t'étais le plus jeune souvent. Ouais, ouais, ouais. Et t'étais un peu le chouchou. Ouais, bah, c'est normal quand t'es forcément le plus jeune. Puis un kite qui est vraiment pas réservé aux jeunes, normalement, de base. Enfin, il y en a de plus en plus, mais quand j'ai commencé, il y avait quand même pas beaucoup de jeunes de mon âge qui en faisaient. Et du coup, bah, franchement, je traînais tout le temps avec des mecs plus vieux que moi et ça se passait trop bien en plus. Et puis c'était vraiment des bonnes sources d'inspiration. Et puis là, ouais, je pense qu'il y a de la prise de maturité. Et puis quand tu fais tes premiers voyages à 15-16 ans où tu te retrouves tout seul dans un autre pays avec que toi, en fait, pour te débrouiller, bah là, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu agisses autrement. Et je pense que la prise de maturité, elle est aussi là, quoi. J'allais te poser une question, mais j'ai un peu la réponse. Je me posais la question si le kite c'était un sport solitaire. Mais apparemment, non, parce que vous faites toujours des sorties à plusieurs. Ouais. Mais ça t'arrive quand même des fois de prendre ta planche tout seul et d'aller faire du kite. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça reste un sport solitaire parce que sur une ligne de départ, on sera tout seul. Après, je pense qu'il y a un intérêt de s'entraîner en groupe parce que on se pousse mutuellement à aller plus vite. Quand tu es tout seul, je me rends bien compte que quand je suis tout seul, je navigue moins longtemps, je navigue avec pas la même intensité. Alors que quand on est vraiment en groupe, on se met dans le mal pour aller plus vite que l'autre, c'est toujours comme ça. Même pour l'entraînement à la salle de sport, je trouve que quand on est plusieurs, c'est quand même plus facile de se motiver. Après, naviguer tout seul, surtout je pense quand j'ai besoin de me concentrer sur certains points précis, ou travailler sur certaines choses, ou me vider la tête, là j'aime bien être tout seul et aller pousser de mon côté. Mais je pense que ouais, c'est quand même un sport de partage malgré qu'il soit solitaire. Et donc tu parlais des entraînements de kite, mais tu fais aussi de la musculation, je présume. Donc tu vas à la salle pour Ouais. muscler Bah, des parties en de ton fait, corps qui sont nécessaires à faire du kite. il faut être assez lourd pour faire du kite. Oui, mais c'est ce que Euh, tu disais que tu étais petit et léger au début, Ouais, donc tu bah, as été obligé de te mettre à une prise de masse. exactement. Et j'ai vraiment du mal à faire cette prise de masse qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais bah, ça prend gentiment. Mais T'as un diététicien qui te suit ou un ouais, nutritionniste on en a vu. qui te dit quoi manger pour prendre du poids et tout, Ouais, et t'arrives pas à te prendre... on a eu tout ça, mais je pense que j'ai un métabolisme qui élimine énormément de calories, plus tout avec l'activité que je fais en dehors, Ouais. donc faudrait que je sois en excédent en plus, quoi. Donc Ouais, faut, ouais, que faut que tu manges plus, c'est tout. Enfin, ouais, faut mais que après, il faut aussi que je respecte mon estomac et mon Ouais. foie parce que Ouais. lui, il prend tarif aussi. Ok. Donc c'est compliqué la prise de poids, surtout que c'est pas équitable parce qu'il y a des gens qui grossissent très facilement Et qui aimerait en perdre. et qui aimeraient. Oui, bah, Mais pas... c'est la blague la plus entendue quand je cherche à prendre des kilos et Ouais. tout le monde me dit bah, je te donne les miens. Ouais, Bon, c'est clair. Mais non, mais tu vas pas enfin, pour toi en tant que sportif, ça peut être chiant, mais j'avoue que oui, c'est bien de pas bien sûr, grossir trop bien sûr. vite. Si je faisais pas tout ça, je me forcerais pas autant à Et manger. puis peut-être qu'en prenant, parce que là t'es encore jeune, donc tu élimines énormément de calories, mais peut-être qu'en prenant un peu plus de l'âge, parce que ta carrière elle est pas du tout finie, hein, Oui, donc c'est sûr voilà, que ça ira plus facilement après, tu prendras mais c'est quand même maintenant qu'il faut quand même que Ouais. ça commence à se dessiner, quoi. Ok. Et tu le ressens ça quand vu que t'es plus léger Je ou... l'ai ressenti parce que j'ai quand même pris presque 15 kilos Ouais. en 1 an et demi. Et ouais, je l'ai ressenti en termes de résistance à l'impact. J'encaisse beaucoup mieux les boîtes qu'avant. Et en termes enfin, la capacité à pousser sur mon foil, c'est pas la même. Donc ça, Donc tu gagnes des performances là? Ah ouais, carrément. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, carrément, carrément. Et il te manque combien de kilos pour être... Voilà, ouais, il me manquerait encore au moins 10-15 kilos Ah ouais. pour être à peine juste, quoi.
Ah, mais après, il va falloir muscler tout ça parce que. Enfin, de toute façon, c'est des Ouais, de kilos toute de façon, muscles. j'arrive pas à prendre de gras, donc Ouais, pour le d'accord. coup, c'est que. Puis à la salle, c'est pas du gras que tu construis, mais je pense que. Enfin, je préfère. Il y a beaucoup de mecs qui ont fait une prise de gras assez conséquente et je trouve que ça détruit un peu les valeurs du sport. Hmm, Et je préfère prendre une prise de muscle qu'une prise de gras, quoi. Enfin, ça paraît assez logique, mais. ok. Et souvent, je pose ces questions aux sportifs parce que, de toute façon, ils me répondent tous la même chose, c'est qu'il y a une partie physique, mais il y a une partie mentale aussi dans les compétitions. Carrément. Comment toi, tu gères cette partie mentale? Tu t'entraînes, tu as un coach, tu as des gens qui t'exercent? Alors, j'ai toujours fait ça tout seul. Parce que j'estimais que j'en avais pas besoin. Peut-être que c'est une erreur. Et là, j'en ai rencontré un récemment. Mais je je suis pas quelqu'un de très stressé dans la vie. Ok. Donc généralement ça se passe quand même plutôt bien. J'ai quand même fait beaucoup de travail sur moi ces 2 dernières années sur dès qu'il y avait un échec, j'avais du mal à me remettre dedans et à repartir et refaire un reset. Je pensais qu'à ça et qu'il fallait que maintenant que je sois bien plus rapide pour pouvoir rattraper l'écart que je viens de perdre. Et je pense que cette prise de maturité aussi m'a permis de mieux contrôler mes émotions. Et là, au dernier championnat de France, je suis très content de mon travail sur mes émotions qui a vraiment payé sur la finale. Sinon, sans ça, je pense que ça aurait craqué et je Ouais. serais tombé et c'était fini, quoi. Ok, parce que quand tu tombes en compétition, c'est Donc, terminé. ouais, franchement, ça va tellement vite Ouais, et il y a tellement peu d'écart de vitesse. Il y a une boîte, c'est très compliqué de remonter ouais, c'est ou de clair. gagner la manche. Puis aussi, il y a les dévants qui viennent jouer. Forcément, si ta voile elle est devant celle de l'autre, bah, elle lui cache tout le vent. Donc, bah, il est désavantagé. Et comment ça se passe en compétition? Enfin, on rentre un peu dans ce sujet-là, la Mhm. compète. Vous concourez tous en même temps ou Ouais. c'est chacun individuellement et on prend le meilleur Non, temps? non, c'est des flottes, on part en flotte. Ok, Sur les grosses compétitions, on est plus de 60 ou plus de 80, on divise la flotte en trois. Donc on a flotte bronze, argent et gold. Et du coup, généralement, on fait des courses de 20 à peu près. Donc on a deux bateaux qui sont alignés par rapport au vent, qui du coup font la ligne de départ. Donc on a un système de pavillonnerie qui se lève et qui descend et nous ensuite on a des grosses montres qui bipent pour ok. se donner le départ. Et ça c'est assez commun à tous les supports de voile hein, finalement. Et ensuite on a un parcours avec des bouées qui sont placées. Ouais, ça j'ai vu, ouais. Et en fait l'idée c'est de terminer premier. En fait après à la fin on additionne les points. Celui qui a le moins de points, bah, il gagne au classement en général, quoi. Et il y a une technique pour prendre la tête, je veux dire, parce il doit y avoir un parcours idéal Ouais, pour en prendre fait, les ce qui est assez bouées. intéressant, c'est que bah, déjà, il y a un sens de bouée, on peut pas prendre comme Oui, on veut, ça c'est évident. Ce qui est assez intéressant, c'est du coup, on peut jouer la stratégie, parce que sur un plan d'eau, le vent, il peut prendre à droite, de la gauche, monter, descendre, enfin, il y a beaucoup de choses à analyser, notamment sur des zones avec des effets de côte qui peuvent avoir beaucoup d'influence sur la course. Et du coup, bah, c'est des placements au départ qui font que le départ, déjà, ça représente au moins 50% de la course. d'accord. Réussir le départ, franchement, Ouais. enfin, si déjà t'es premier au départ, il y a peu de chances que tu finisses dernier à la fin. Euh, Dans l'idée, ouais, il faut analyser beaucoup de choses, analyser ses concurrents, analyser la météo, analyser le plan d'eau. Et en fait, on joue un peu avec les éléments pour pouvoir s'en sortir. Et du coup, c'est assez cool. Enfin, il y a plein d'éléments à Ouais. aller chercher pour gagner, quoi. Et tout ça, tu l'analyses avant la course, toi tu le fais personnellement ou Bien sûr, tout le monde est c'est... obligé de le faire, sinon Ouais. on se fait. Et parce que il y a une équipe de France de kitefoil Ouais, il ou y a une équipe d'accord? de France et une équipe de France jeune. Et donc il y a des coachs à l'intérieur On de a cette des coachs, équipe ouais, bien sûr, qui et sont là. c'est avec les coachs que vous analysez les courses, les On en concurrents. discute avec les coachs, bien sûr. Ok, Après, il y a une grosse partie qui se fait en solitaire aussi. ok, L'idée, c'est que, du coup, quand les autres manches elles se déroulent, on observe beaucoup ce qui se passe pour voir, on essaie de voir celui qui part en bas, celui qui part en haut, lequel arrive en premier en Mm. haut. Euh, du coup, ouais, ça nous permet de voir un peu comment ça se passe. Ensuite, les spots, on les connaît aussi, c'est quand même souvent les mêmes. Donc, si on a un effet de côte à aller chercher, on va le chercher. Et puis, c'est comme ça en fait qu'on fait notre course et qu'on fait nos stratégies, quoi. d'accord. Et quand vous partez tous en même temps, là, il y a jamais d'accident Si, de si, bah, voiles qui se prennent les unes dans les c'est autres très très fréquent les accidents en kite, les voiles qui s'entrechoquent, les foils qui se touchent. Ouais, C'est quand même les foils on les ponce pour qu'ils soient le plus coupants possible pour éviter les frottements. ouais, Donc on est sur des foils qui sont très très tranchants sous l'eau. Donc ouais, c'est dangereux. Les lignes, bah, quand ça frotte sur la peau, ça brûle très très fort et ouais. enfin ouais, il y a quand même beaucoup de. Et donc c'est quoi les anecdotes que tu peux avoir, genre
que c'était arrivé à toi ou à d'autres compétiteurs Bah, j'ai vu beaucoup de mecs, quand on se fait prendre dans un kite, du coup la voile ça génère énormément de puissance, donc Ouais. si elle repart en plein dans la fenêtre de vol, voilà, il y a souvent des mecs qui se font projeter ou qui tombent de haut. Ok. Et Moi, il se blesse quand il retombe Bah, ou... ça dépend, en vrai. Je trouve que étonnamment, par rapport au risque, il n'y a pas beaucoup de blessés. Ok. Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs, mais franchement, non, ça va, ouais. Mais après, il y a quelques coupures, il y a quelques doigts coupés ou trucs comme ça, mais Ah rien oui, des de. doigts coupés. Bah, en fait, les lignes, si elles sont autour du Ouais. doigt, Ah bah c'est si clair. ça repart, ouais, ça arrache le doigt. Ouais, Et t'as déjà vu ça? moi, non. Pas toi, mais t'as déjà vu? Ouais, mais ma coach, elle a les doigts en moins. Enfin, si, voilà. Waouh. Mais ouais, c'est assez brutal. Moi, le max que je me suis fait avec un foil, c'est que je me suis pris dans la lèvre et ça a transpercé ma lèvre. Et du coup, j'ai fini toute ma journée de compète avec la bouche fermée, il y a l'air qui est rentré dans ma bouche. Je me suis fait recoudre sur la plage après à vif. Mais pourtant, t'as c'était- pas de cicatrice. Non, c'est bien cicatrisé. Donc Ah ouais. Parce que moi, j'ai un ami qui s'est pris une planche de kite au niveau de l'œil. Ouais, Et ben maintenant, il a une cicatrice là qui descend, tu vois, ok. auprès de l'œil. Mais ouais, C'est juste collé en fait juste au-dessus de ma lèvre, du coup je Ouais. pense que ça se voit pas trop. Mais Et donc, quand tu fermais la bouche, tu sentais l'air ouais, il y a l'air qui qui est rentrait, rentré. ouais, c'était assez et drôle. c'était Ouais. perturbant, ouais. Bah ouais, c'est un peu perturbant, ouais. Sur le moment, en fait, tu te rends même pas compte de la douleur parce qu'entre Ouais. le froid et tout qui. Et enfin, l'adrénaline et tout. l'adrénaline surtout, ouais. Et puis, ouais, surtout quand le médecin m'a recousu sur la plage, là, j'ai senti le truc passer. Ouais, là, t'as douillé. Ah ouais, je pense que la plus grosse douleur que j'ai ressentie, elle venait de là. Ah ouais, ok. Est-ce que tu t'entraînes tous les jours ou, enfin, je veux dire, ou t'alternes, kite, muscu, comment tu fais? Alors, déjà, on est dépendant de la météo, évidemment. Donc, s'il y a zéro vent, bah, on peut pas s'entraîner. Ou si les conditions sont trop dangereuses, on n'y va pas forcément. Ensuite, bah là, avec l'hiver, ce qui est assez chiant, c'est que la nuit tombe tôt, donc c'est compliqué d'aller naviguer après les cours. Après, en été ou au printemps, ouais, c'est quasiment tous les jours qu'on va sur l'eau. Et la salle de sport, c'est 5 à 6 fois par semaine, Ok. toutes les semaines. Et, ok. Et on en parlait tout à l'heure. Vous, comment on les appelle les kiteurs, les surfeurs? Ouais, les kiters, ouais. Vous allez le 1er janvier sur la plage parce que les conditions étaient bonnes. Ouais, Et- bah en fait, généralement, dès qu'il y a du vent, il y a toujours du monde à l'eau. On en profite surtout quand on a des bonnes conditions. Puis ouais, les sessions de Noël, les sessions du premier de l'an, c'est les sessions qu'on essaie de faire, même malgré le froid. Je sais pas, c'est Et un rituel, quoi. L'hiver, t'es en combi longue et l'été, t'as des combis courtes Ouais, des ou combis plus courts. Après, je suis quand même souvent en combi longue. Parce que que t'es déjà. frileux? Non, pas tant, mais aspect sécurité aussi et confiance. Je trouve que ça donne un peu plus de confiance d'être en combi long. Parce que le foil, ça évite de couper les jambes. Au Mm. moins, ça coupe déjà la combi avant de couper la peau. Ouais. Et ouais, après, bah, forcément, il y a différentes épaisseurs en fonction du froid. Là. Enfin, là, on est sur les grosses Mm. épaisseurs. Ok. La carrière d'un sportif dans le kite, ça s'arrête à quel âge? Il y a des règles, il n'y a pas de règles Bah, c'est assez nouveau pour l'instant. Donc, on n'a pas trop d'éléments de comparaison. En fait, ouais, Parce que quand tu dis que c'est assez nouveau, c'est en compétition, enfin je veux dire les championnats du monde, ou c'est depuis quand? Ouais, Parce que pense je crois que j'ai lu que le kite foil c'est apparu en 2000, donc il y a 25 ans. ouais, mais c'était pas du tout. Enfin, Voilà, c'était pas en C'était compétition. vraiment les premiers Ouais. foils qui ont été créés et imaginés. Et je pense que les premières compétitions, vraiment, ouais, elles sont arrivées il y a 10 ans, quoi. Ah, mais donc Pas beaucoup quand plus tôt, t'as quoi. commencé. Ouais, Enfin, ouais, à peu près. non, Ouais. ouais, enfin un peu plus tard, mais Puis on euh, n'entendait pas trop parler. Et puis bah, quand c'est devenu olympique, là, on a vu qu'en 2023-2024, il y a eu un vrai changement de. Enfin, l'engouement dans le sport était plus le même. Avant, c'était des mecs qui s'entraînaient pas, qui venaient juste faire les compètes comme ça. Ça s'entraînait un peu, mais c'était quand même assez léger. Et là, depuis que c'est devenu olympique, là, on a vu une vraie différence, quoi. ouais, Le c'est niveau, clair. il a pris tellement peu de Donc temps. va Ouais, falloir que tu bosses encore plus parce que là bah, il y a des mecs évidemment. qui vont pas t'attendre. Non, personne t'attend, il n'y aura pas de cadeau Ouais, dans le sport. Hein. c'est clair. Et comment ils choisissent dans les disciplines? Tiens, tu vois, c'est des questions que j'ai pas posées aux anciens sportifs. Dans les disciplines, tu es en équipe de France, mais t'es pas obligatoire. C'est pas parce que tu es en équipe de France que tu iras spécialement aux Jeux Olympiques. Alors, en kite, il prenait qu'un seul Français et une seule Française. Ouais, voilà, donc donc si on déjà, prenne- c'est extrêmement limité. Euh, c'est une commission, il me semble, qui passe et qui délibère en fonction de la saison de chacun, où il y a des épreuves qui sont clés aussi. Donc, par exemple, on va dire sur cette épreuve-là, on va regarder et on va choisir un peu qui sera potentiellement apte à aller au jeu. Et du coup, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. C'est un peu le ballon d'or du kite. C'est, Ouais, si t'es je connais pas trop le sélectionné, foot, mais si t'es sélectionné, t'as la chance d'aller aux Jeux Olympiques. ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ils prennent pour eux le meilleur choix. Quoi. Ouais, d'accord. Mais pas obligatoirement.
celui qui a fait la meilleure saison. C'est quand même le Bon, jury. c'est quand même, Oui, normalement, oui. Pour le coup, là, pour Lauriane et Axel, c'est les deux qui ont fait Ok. les meilleures saisons. C'était évident que ce soit eux, quoi. C'est quoi les spots? Enfin, est-ce que tu as des spots, que ce soit en France ou à l'étranger, où tu as fait les plus belles sessions de kite Alors nous, on va beaucoup à Fuerteventura, dans les îles Canaries. Tous Ok. les hivers, on va s'entraîner là-bas C'est parce cool. que c'est pas si loin. Et puis surtout qu'on a du vent tous les jours, on a des conditions qui sont assez difficiles. Et on a surtout un peu de chaleur. Donc ça, c'est des conditions qu'on aime bien. Et, Et tu ouais, pars seul ou tu pars là avec ton père? non, pas avec mon père, du coup, on part vraiment en groupe d'entraînement, on y va que pour s'entraîner. Et du coup, bah, on y part en équipe de France jeune, Ok. équipe de France senior, on s'entraîner là-bas aussi. Enfin, il y a tous les étrangers en fait qui viennent s'entraîner aussi là-bas. Et du coup, ce qui fait que ça nous donne beaucoup de monde sur l'eau pour s'entraîner et c'est cool. Et en France, il y a des spots plus intéressants que les autres ou partout où il y a du Ouais, non, vent? non, il y a quand même des spots qui sont un peu mieux. Bah, du coup, là, à ce moment, je suis à Hier, le spot de l'Almanar, qui est quand même un très bon spot. Il y a très souvent du vent. Il fait quand même assez doux toute l'année, donc c'est quand même assez agréable pour s'entraîner. Et surtout, il y a toujours, tout le monde est là pour s'entraîner. Hmm. Après, les spots de compétition, on va tout le temps à l'E4 pour le championnat de France. Là, c'est un peu à la chance, quoi. Si on a de la tramontagne qui descend, c'est du vent qui descend des montagnes et qui est très très rafaleux, et hyper froid et hyper violent. Là, c'est moins plaisir. Après, c'est technique, donc c'est des conditions que j'aime bien, mais C'est une question que je me posais quand tu as une compétition ou les championnats de France ou les Jeux Olympiques. mhm. Il se passe quoi si la compétition elle est annoncée le mardi, il n'y a pas de vent? Alors, généralement, ils prennent un time assez élevé. C'est sur une semaine, une Ouais. compétition. Donc, sur une semaine, en kitefall, c'est quasiment impossible qu'on court pas. Enfin, c'est très rare les journées où on court pas d'ailleurs. Parce qu'on a la chance, du coup, en fait, le fall permet Hmm. de Gagner en vite. limiter les frottements sur l'eau. Et du coup, partir dans très très peu de vent, donc à peine sinueux, ça navigue. Donc, c'est assez fou et ça permet de faire des manches dans très peu de vent. Et c'est rare qu'on puisse pas. Enfin, pour l'instant, on n'a jamais fait une compétition de kitefall sans pouvoir la valider, quoi. Ok. Et t'as déjà vu des dauphins ou des trucs qui. Ouais, Enfin, des ouais, poissons, je veux dire, qui naviguent avec toi quand t'es en foil ça, c'est assez extraordinaire d'ailleurs. Ouais, hier à l'automne, et on a eu des dauphins qui sont venus un peu à côté? à côté. Ouais, du coup, on s'est mis dans l'eau avec eux, c'était assez incroyable. Et ils restent à côté ou ils Ouais, s'amusent franchement, ils sautaient, ils étaient à 5 mètres de nous. Waouh. On a carrément arrêté l'entraînement pour les regarder parce que ça arrive tellement pas souvent. Après, ça nous arrive aussi à Fuerteventura, il y a des poissons volants en fait, c'est des petits poissons qui ils sautent de l'eau et ils déploient une espèce D'ailes, d'ailes ouais. comme ça et ils planent sur 10-15 mètres, c'est assez marrant aussi. Et sinon, ouais, les tortues, ça nous arrive d'en voir Ah, aussi. mais où ça? Mais pas en France. À Non, Canaries? non, en Italie, on en a vu et aux Canaries aussi, on en a vu. Ouais. Ok. Enfin, ouais, c'est pas tout le temps, mais quand Mais on les en voit, tortues, c'est. elles restent parce que, enfin, elles remontent rarement à la surface. Donc vous les voyez parce qu'elles Bah, remontent. quand l'eau est très claire, Ouais. ça Ah va, oui, mais quand l'eau est très claire, tu les vois. Ouais. c'est pas ici qu'on en verra, ouais, c'est Ouais. sûr. Non, mais c'est trop cool les tortues. Enfin, moi, je fais pas de sport nautique, mais par contre, je fais de la plongée sous-marine. Ouais, Et bah, j'ai vu tout type de poissons, mais les ouais, c'est tortues, magnifique, hein. c'est trop cool. Et puis, on a l'impression que c'est un gros, parce que c'est un gros animal, hein, les tortues de mer, enfin Oui, oui, certaines. c'est imposant. Ouais. Et on a l'impression que ça va pas vite et elles donnent un coup de nageoire et tu parles. Ouais, bah, de toute Elles façon, sont tous les parties. animaux marins vont quand Ouais, même assez vite sous l'eau. ouais. Après, tant que nous on les tape pas avec nos foils, ça va. Mais ça, c'est le Ouais, c'est danger, clair. quoi. Et enfin, bah, ça c'est déjà arrivé sur des dauphins que tu peux taper avec un Non, foil. parce que je pense que c'est des animaux qui sont assez intelligents Ah et qui oui. s'écartent, mais C'est comme avec les bateaux, ils viennent pas dans les hélices. dans la baie ou enfin vers ici, il y a beaucoup de mulets. Hmm. Et les mulets, on les tape pleine balle et c'est vraiment chaud, quoi. C'est Ça nous arrête net en fait. Et, Fleur Vocoré nous racontait une anecdote où en aviron, un 8, ils ont shooté un cygne et puis ils lui ont coupé la tête. ah ouf. Mais bon, Ah, c'est. et leur Ouais, le leur rame, bateau. elle devait être bien tranchante aussi. Non, Alors. ouais, mais c'est où le bateau, en fait, ils allaient tellement vite que le cygne était sur la trajectoire. Ouais, Et en fait, en aviron, le bateau, il tourne pas. Hein, Ouais, ouais, je me doute bien. ils vont droit. Donc là, malheureusement, il y avait un cygne et puis bah, il y est passé. Mais ouais, c'est après, bon, voilà, faut essayer d'éviter pour détruire la faune Bah après, aquatique. on est à 30 nœuds lancés comme ça, Ouais, on c'est a pas le impossible. temps, c'est impossible. Euh, Matériel, on a discuté tout à l'heure un peu en off. Matériel coûte cher. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on lit sur toi un peu. Hein, c'est tant qu'on n'en a pas gagné de compétition, tant qu'on n'est pas connu, reconnu, on va dire, ou Mhm. qu'on n'a pas de sponsor, c'est compliqué d'acquérir du gros matériel.
Comment t'as fait toi pour Bah, ça s'est fait assez progressivement. Au début, bah, on a commencé avec du matériel d'occasion parce que c'était le plus accessible. Après, j'ai commencé à avoir mes premiers sponsors, mes premiers magasins et marques de cake qui ont commencé à me soutenir en me prêtant du matos. Donc là, bah, on a commencé à avoir de l'occasion, à prendre des matos neufs. Et là, le foil, c'était une autre histoire parce qu'il n'y avait plus de prêt de matos. En fait, vu que c'est devenu olympique, c'était un peu plus réglementé. Il fallait acheter certains foils, certaines voiles qui sont Mm. extrêmement chères. Donc, bah, fallait du coup trouver des sponsors monétaires pour pouvoir les financer. Et donc là, bah, c'était surtout le réseau, enfin, le réseau de proches qu'on avait, enfin, de personnes qu'on connaissait, qui avaient des entreprises qui ont bien voulu nous aider au début. Après, je passais énormément de temps à chercher les sponsors, mais c'est très compliqué d'avoir des résultats. J'ai vu que t'avais lancé une cagnotte pour tes premiers équipements, je crois, Ouais, ça c'était avec euh, du coup avec Joker, quand t'étais jeune. assez jeune, ouais. Et ça avait bien marché. T'avais pu avoir. Ouais, mais le problème c'est que c'était beaucoup la famille et les amis qui donnaient. Et Ouais. en fait, c'est pas. Enfin, moi dans mon optique, j'ai pas envie que ce soit ma famille qui finance ma saison. Et d'ailleurs, je me suis assez rendu compte de ça quand. Enfin, les premières fois où j'ai commencé à partir et que je voyais mon père qui travaillait, et en fait, je me suis rendu compte qu'il travaillait pour que moi je puisse partir. Hmm. Et là, ça m'a extrêmement dérangé pour le coup. Ok. Et je me suis dit, c'est pas possible que mes parents ils mettent encore un centime dans le kite. Et Faut que je me débrouille. ouais, faut que je trouve des solutions parce que Non, mais c'est. je veux pas que mon père travaille plus pour que je puisse faire ce que je veux en fait. Enfin, j'ai trouvé ça hyper respectueux envers lui. Alors je sais qu'il le faisait par plaisir et je suis extrêmement reconnaissant Ouais, de mais de ça. toute façon, Mais ouais, ça on m'a. le voit hein, dans les vidéos qu'il y a un amour Ouais, ouais, c'est paternel sûr. et entre toi et ton père. Mais après, c'est comme tout papa, je pense, on veut faire le Ouais, maximum mais pour son fils. j'ai quand même beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup aussi enfin, dans le sport, notamment au niveau, il y a des parents qui poussent un peu Ouais. leurs enfants et qui leur mettent trop la pression. Et moi, j'ai la chance que mon père, il comprend très très bien. Déjà, je pense qu'il me connaît très bien, il sait comment je fonctionne à chaque fois, donc il me dit toujours les bons conseils ou les bonnes choses, enfin tout ce que j'ai besoin d'entendre, et ça, c'est déjà c'est très appréciable. Et il me met jamais la pression, enfin, c'est pas lui qui m'en rajoute, quoi. Donc, Et donc, c'est toi qui allais chercher tes propres sponsors ou ton père t'a aidé bah, il m'a beaucoup aidé au début, mais c'est vrai que ça aussi, ça m'a fait grandir. Le fait, bah, quand j'avais, je crois que j'avais 13 ans, la première fois, je me suis présenté dans une assemblée de banque pour défendre mon projet. J'avais réussi à décrocher mon premier sponsor. C'était une banque qui m'avait soutenu à Cool. l'époque. Enfin, Discuter avec des banques, des marques. ouais, en fait, bah, ils avaient une assemblée, une réunion, quoi. Et j'étais venu devant 15 personnes de la banque essayer de vendre mon projet pour qu'ils me soutiennent. Et ça avait fonctionné. Enfin, c'était une des premières expériences qui était même enrichissante pour la suite. Trop cool. Bah, c'est bien d'apprendre à parler à un public, c'est quand même important, quoi. Ouais, c'est clair. Bah après, en fait, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, quand tu crées une entreprise, c'est pareil. Tu dois Bien sûr. expliquer ce que tu veux faire devant des experts qui jugent ce que tu fais et tout ça. Puis gérer la pression, Et, gérer le stress, ouais. je pense qu'en tout cas, le kite, même si je vais pas au bout de mon projet, ça m'aura énormément apporté et Non, mais c'est clair. ça m'aura fait bien grandir. Mais en tout cas, il y a même plein de sportifs et en cours de carrière et même après carrière qui se mettent à l'entrepreneuriat, qui montent des choses, que ce soit dans le sport ou pas dans le sport, Mhm. parce qu'en fait, ils ont un peu cette âme entrepreneur. Donc, c'est sûr que ça vous apprend des choses et qu'après, on a par exemple le Thibaut Brier qu'on va recevoir prochainement, enfin probablement, qui lui est en carrière, il est handballeur et à côté il fait aussi de l'entrepreneuriat où il monte des choses. Donc parce que ça lui plaît déjà, je pense. Enfin, Mm. je lui demanderai quand on le recevra. Ouais, carrément. Ouais. Mais t'as combien de sponsors aujourd'hui? C'est quoi? C'est des sponsors sportifs? C'est des sponsors bancaires? T'as un peu de tout? Alors, ouais, j'ai un Tu peux peu de les tout. citer, hein, y a pas de Ouais, souci. ouais, Hein. ok. Bah, j'ai un peu de tout. J'ai des sponsors monétaires qui, du coup, me permettent de financer mon matériel et mes déplacements. Après, j'ai des sponsors d'équipement, notamment Quicksilver qui me fournit en combinaison pour toute l'année. Ça, c'est quand même très cool. Après, j'ai des marques. J'avais mon magasin qui s'appelait Promoglis qui me mettait à disposition du matériel de freestyle pour que je puisse naviguer avec. Et Ferros, c'est un sponsor qui est un peu particulier parce que, en fait, c'est une marque qui a une volonté d'aider plusieurs sportifs à la fois. Et en fait, du coup, on s'est retrouvé dans une équipe de 6 sportifs
de sports complètement différents. Et c'était trop intéressant parce que... Mais je sais pas pourquoi, parce que là, on est en train de préparer différentes interviews, mais toi, tu es sponsor Féroce, mais il n'y a pas des ultra-trailers aussi chez Féroce Il y a Arthur Forestier, je sais pas Ok, si... c'est peut-être ça, parce que nous, on prépare d'autres épisodes avec un ultra-trailer qui va venir aussi prochainement. Mais lui, il est Saint-Etienne, donc je sais pas si Ouais, c'est... non, mais après, mais c'est possible, mais on a Antoine Clément qui va venir. Enfin voilà, mais en tout cas, Féroce, je l'avais déjà vu, et c'est pour ça que tu me dis que... Ouais, c'est hyper dynamique. Et puis, ce qui était hyper riche, au-delà d'avoir un sponsor qui nous donne, qui nous permet de financer notre saison, c'est d'avoir les échanges avec les autres sportifs. En fait, on se rend compte qu'on est tous dans la même galère, Mm. que le monde du sponsoring, c'est compliqué pour tout le monde, que les fédérations, c'est pas toujours facile pour tout le monde aussi. Et en fait, on a tous les mêmes problèmes, même si on a des sports qui sont complètement opposés. Et puis, on a un groupe, du coup, qui est assez actif, où tout le monde se pousse à envoyer plus et à faire des meilleurs résultats. Et du coup, bah, forcément, t'as pas envie de décevoir les autres, donc essaies de donner des bons résultats aussi. Enfin, en fait, t'as l'impression que tous les sélectionnés de la Féroce Academy, ils ont fait que monter et c'était trop, trop cool, quoi. Trop cool. Si tu veux bien, j'aimerais bien que tu nous dises si tu as des... On va parler un peu de tes expériences, tes anecdotes, on en a déjà parlé un peu, Mhm. mais est-ce que tu te souviens pour toi la compétition qui est la plus mémorable pour toi? Une compétition que tu devrais retenir? Alors, je pense que je peux en tenir deux. Ouais. La première qui a été... c'était ma première compétition. Bah, du coup, j'étais vraiment le tout petit. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, je devais avoir 12 ou 13 ans, je pense, pas D'accord. plus. Donc j'étais vraiment le tout petit qui était là, j'essayais de faire le max et franchement bah, j'avais gagné la catégorie jeune en plus contre des mecs qui étaient bien plus vieux que moi et Parce que quand tu as 12-13 ans, tu fais la catégorie jeune, mais en c'est fait, moins de 18 ans. c'est moins de 18, donc il peut y avoir des 16-17 ans, Ouais, il y avait des 16-17 ans, ouais. et tu les bats. Bah du coup ça s'est passé comme ça, après c'était une conviviale qui s'appelle le Derby Kite à la Baule, donc c'était pas non plus une grosse Ouais. compétition mais pour une première expérience c'était juste trop chouette de vivre ça. Et je pense que après il y a des championnats du monde aussi où mes premiers, là tu te dis, enfin t'es quand même dans une autre dimension où tu rentres dans un milieu plus professionnel où tu vois qu'il y a une vraie préparation, Mm. que les gens sont là pour tous gagner. Et ça, c'était une bonne expérience. Et sinon, le dernier championnat de France là, qui s'est déroulé, bah, très content d'avoir fait ces résultats-là. Surtout que c'était pas gagné d'office, notamment en catégorie senior. Ouais. J'imaginais pas cette place-là. Puis, Parce que là, c'est la catégorie la plus haute que tu peux atteindre, bah, senior. en senior, ouais, c'est la C'est- catégorie la plus haute. Ouais. Et là, tu termines deuxième l'année dernière, en 2024. Exactement. Donc c'est très très cool. Ouais, je suis très très content. Non, mais c'est une super progression. Enfin, tu es encore hyper jeune, donc tu as plein de marges de progression. Euh, Comment ça se passe pour atteindre les championnats du monde après? Parce que quand tu fais deuxième de championnat de France, bon, cette année peut-être tu seras premier, à voir, Ah ouais, on on espère, espère. hein. Comment ça se passe pour atteindre les championnats du monde? Alors en fait, les championnats du monde, ils proposent des quotas par pays. Par exemple, ils vont dire, bon, bah, la France, vous avez le droit de mettre 6 hommes dans la catégorie. Et du coup, en fait, la fédération, elle liste les noms qui sont enfin, elle va prendre les 6 meilleurs, quoi. Ouais, Et en fait, elle va envoyer les 6 meilleurs sur la compétition. Et en fait, on cumule un nombre de points on appelle les points World Sailing. C'est des points qui se fait en fonction de chaque compétition. On gagne plus ou moins de points en fonction de nos résultats. Et ces points nous permettent d'accéder à des compétitions en fait, par la suite. ok. Donc l'idée, c'est une progression assez constante. Normalement, tu peux arriver sur toutes les étapes sans souci, quoi. Et aujourd'hui, quand tu fais les championnats de France, même si tu termines premier, si tu es champion de France, tu gagnes de l'argent ou pas du tout? Non, c'est très... Pas du tout. En fait, c'est un intérêt parce que c'est bien vu auprès de des fédérations, c'est bien vu auprès des sponsors. Donc forcément, on peut imaginer un intérêt financier de ce niveau-là, mais sinon, Mais non, il ouais, n'y a pas de prize money, il n'y a pas c'est ça. de prime directe, Et quoi. en championnat du monde, Championnat du monde, ouais, je crois qu'il y a les premiers prennent. je crois qu'ils prennent un peu, Ok. ouais. Je saurais pas te dire exactement, mais ça se trouve, je dis des bêtises, mais enfin, c'est pas des sujets qu'on aborde forcément, quoi. Ouais. Tu me disais que au JO là 2024, c'était Axel Mazella et Lauriane Nolo Ouais, exactement. qui étaient au JO. T'as déjà fait du kite avec eux? Bah, plutôt, ouais, on est très proches et du coup, et j'étais parti en entraînement de Lauriane Nolo. Donc Ok. pendant plus de 2 mois, je suis resté à Marseille avec Lauriane tous les jours pour s'entraîner. Et ça, c'était une grosse opportunité que j'ai eue de pouvoir m'entraîner avec elle. Et je pense que ça m'a fait énormément progresser.
C'était une période où du coup les cours ils étaient finis, donc j'avais tout mon temps à consacrer. Et là, du coup, j'ai vécu les JO via Lauriane et c'était assez cool de faire ça. Parce que du coup, on était dans le pôle espoir dans le pôle France de Marseille avec tous les qualifiés olympiques français. Et là, on s'est rendu compte que tout est fait pour s'entraîner, tout est fait pour performer. On a pu associer des repas, on a pu associer de. Enfin, on est dans un monde un peu fermé, c'est presque un peu bizarre, mais on est dans un monde un peu fermé où tout est fait pour la performance. Et les journées, elles sont hyper remplies d'entraînement, de débriefs, de repas. Et c'était vraiment trop cool de faire ça avec Lauriane, surtout que c'est une personne qui est très agréable au quotidien, donc c'était top, ouais. Et donc, tu essayes de lui demander des conseils de temps en temps. Enfin, tu t'inspires d'elle. Enfin, Bah ouais, bah déjà c'était très cool parce que en fait on s'entraînait par 4 généralement pour faire des formats finales parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas galéré à aller en finale mais qu'après en finale c'est là où elle devait performer. Du coup on travaillait surtout par 4 et du coup bah on analysait chaque position enfin les positions de tout le monde, les placements, on essayait de gêner Lauriane au maximum pour qu'elle soit à l'aise dans ces situations contraignantes. Et, euh, et du coup, ouais, il y a beaucoup à apprendre. Moi, j'observe beaucoup ce qui se passe notamment chez les hommes ou chez les plus grands. Et ça fait énormément progresser. Ouais. on a eu des médailles. J'ai pas Ouais, regardé. Lauriane Nolo, médaille d'argent. Ok, médaille d'argent, cool. Donc, ouais, un Donc, peu décevant qu'elle n'ait pas réussi à attraper l'or parce que. Et ça joue un peu ou pas? Ouais, c'était vraiment. Elle avait les capacités. Et qui a eu l'or? C'est quelle nationalité? Tu sais plus. Si, c'est Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, ok. D'ailleurs, bah, tiens, on en vient. Enfin, c'est intéressant. Il y a des grandes nations du kite. La France. La France, Ouais, d'accord. ouais. Non, La je sais France, pas. la France sont très solides parce qu'il y a un gros groupe d'entraînement. Ok, Et du coup, il y a une progression qui se fait en groupe qui est assez conséquente. Et on est un des pays où il y a le plus de participants. ok. La Pologne aussi, ils ont beaucoup de kiteurs en Pologne qui sont assez forts. Et sinon, ouais, c'est surtout une ou deux personnes qui viennent de pays Ouais. assez opposés. Mais du coup, en fait, c'est une ou deux personnes et elles se rejoignent ensemble, s'entraînent ensemble. Donc au final, elles sont quand même très fortes, quoi. T'as un idole un peu dans le kite, un sportif Bah, que t'admires? pas tant dans le kitefall parce que Ouais. j'étais vraiment inspiré petit par le freestyle et je pense qu'il y a des grands freestylers comme Aaron Adlow qui étaient assez inspirants et Tom Bridge aussi qui a un style bien à lui. C'est des kiters que j'aime bien. Est-ce que ton plus grand rêve, c'est d'aller au JO 2028? Bah bien sûr, enfin, surtout de gagner la médaille d'or, hein. Ouais, surtout. Mais y aller serait déjà cool, mais Bah non, si mais en plus en ramener fait, une médaille, tu vois, mentalement, t'es déjà au JO, donc tu vas le faire. Nous, il y a 4 ans là pour te préparer. ouais, c'est court quand Euh, même, mais va falloir vraiment pousser à fond maintenant, quoi. ouais, bah ouais, là, faut que tu pousses à fond. Ouais, carrément. Et on serait ravis que tu y ailles, Ah bah ouais, qu'on moi puisse aussi. se rappeler et que même limite on puisse, parce que nous on sait pas où on en sera dans 3 ans, mais peut-être qu'on pourrait même venir au JO, ça pourrait être cool. Ouais, ça Enfin, pourrait être vraiment top, ouais. là, vu qu'on découvre plein de sportifs de tout horizon, donc il y en a plusieurs avec qui on parle des JO, si dans 3 ans, je sais pas où on en sera, mais on aura vu des centaines de personnes, je pense. Donc je pense que si on est encore là, sur le podcast en tout cas, on se déplacera au JO, Ah, ça ça serait pourrait top, être cool. ouais. Ouais, franchement. Euh, Tu portes souvent un casque jaune Ouais. quand tu fais du kite. Est-ce qu'il y a une signification à ça ou Alors, est-ce que... oui, parce que c'est le première fois que j'ai décollé un kite, j'avais déjà ce casque sur la Ouais, tête. Et je pense qu'il a un peu grandi avec moi, enfin, il s'est un peu étaffé avec moi. Malheureusement, c'est la fin pour lui, là. ah, Il est vraiment détruit de chez détruit. Donc, c'est la dernière saison qu'il a fait avec moi. Je pense que c'est la dernière compète que je le mettais, là. et tu vas reprendre un casque jaune ou Il y a un nouveau qui arrive très prochainement, mais Ouais. Mais il sera pas jaune? il sera presque jaune. Ah, on dit pas, on dit On dit. pas. Non, mais Et c'est. Ouais. Mais ça ouais, avait rien à voir avec Joker, la non, non, couleur. pas du tout. Ouais, ok. C'était un casque que j'avais chez moi, que j'ai utilisé et puis que j'ai toujours gardé et que j'ai qui a affectionné. Ouais. Et un peu nostalgique de ça, Ouais, je pense que je le garderai ce casque quand même. ouais, de le laisser un peu, qui t'a suivi Ouais, bah là, depuis il se longtemps. déchire de partout, ça commence à craindre un peu. Mais... Ok, cool. Je sais que t'es quand même jeune, hein, mais ça fait longtemps que tu pratiques le kite. Mais s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, ou même peut-être des plus vieux, mais qui veulent continuer et performer, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Bah, les plus jeunes notamment, parce que je pense que les plus vieux, ils savent déjà
éventuellement où aller. Ouais, mais ils sont peut-être pas allés aussi haut niveau que toi ou enfin En voilà, mode pour progresser. ouais, en amateur enfin, Bah, voilà. je pense que de toute façon, déjà, il n'y a pas trop de secret pour le kite. C'est vraiment un sport où il faut pratiquer le plus possible pour monter. Je pense que c'est à peu près partout pareil. Et pour les plus jeunes, il faut vraiment pas hésiter de se rapprocher de coachs ou de personnes qui peuvent nous faire monter. Parce que s'entraîner tout seul, c'est bien, mais il y a forcément des limites à un moment. Et ouais, le problème de la jeunesse, ça va être l'accès au matériel qui est assez compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça que se rapprocher de grosses structures qui peuvent prêter du matériel, c'est assez intéressant. Ouais. T'as des petits qui viennent te voir de temps en temps quand tu fais du kite ou c'est assez rare? Bah, Enfin des petits, je veux dire, des- comme quand toi t'avais 10 11 ans. ça, c'est arrivé, mais c'est très rare quand même parce qu'il y a très peu de jeunes en final, finalement sur les spots. D'accord. Limite, c'est plus des personnes de 30, 40 ans qui viennent me voir parce qu'ils me connaissent via mon asso ou via les réseaux. Mais ouais, c'est pas. C'est surtout, enfin, c'est des gens qu'on a l'habitude de voir, qui m'ont vu grandir sur la plage. Et du coup, bah, c'est une relation qu'on entretient depuis longtemps avec un tas de personnes, notamment sur Saint-Brévin. Donc c'est C'est cool de quoi la retrouver. c'est quoi ton asso? Tu me parlais d'une Ouais, asso? l'asso c'est New Kite. Ok. C'est une asso qui regroupe tous les kiteurs du 44 et aussi des adhérents qui sont un peu partout en France. C'est Mais pour pouvoir se retrouver, c'est pour. ouais, en gros, c'est une asso qui permet à chacun de se retrouver. Ils ont un groupe qui est assez dynamique qui permet bah, notamment d'informer sur les conditions météorologiques et surtout de ne pas naviguer tout seul. Ok. Ça, c'est quand même un assez gros danger d'y aller tout seul Mm. parce que s'il arrive quelque chose et qu'il n'y a personne pour nous aider, ça peut vite être Ouais, si tu un tombes peu dans en les galère. pommes, par exemple, enfin je sais pas, Ouais, hein, ouais, si tu si. prends un coup et que. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé quelques Ah ouais, fois. c'était arrivé? Ouais, les quelques commotions cérébrales. Waouh. Et donc tu vas à l'hôpital après? Je Quand suis ça allé t'arrive? qu'une fois, les autres fois, je suis Ok. pas allé. Mais ouais, la dernière fois, bah, en fait, c'est que on m'a obligé à y aller, mais Ah ouais, c'est maman qui t'a obligé. Non. non, c'était les coachs et. Mais non, mais enfin, ouais, c'est un truc tout con, mais ça peut arriver vite, ouais, la tête qui tape souvent. Mais la tête, elle tape à quoi? Elle tape à l'eau ou Elle elle tape tape au l'eau, ouais. kite? Elle Ah tape ouais, l'eau. à l'eau. Et Ouais. donc tu peux t'évanouir. Ah ouais, ouais, carrément. Ah ouais, c'est fou. Bah, en D'accord. fait, on a ce qu'on appelle les fautes de quart. Ouais, ouais. C'est quand la planche, elle accroche dans l'eau, et en fait, bah, du coup, ça fait effet de levier, et la tête, elle accélère à Ouais, balle, et pouf, et là, Ouais, si on tu tombe peux. sur l'arrière du crâne, généralement, c'est étection des feux, quoi. Ouais, c'est comme en snowboard. Ouais, c'est pareil. C'est faute de quart. Faute de quart, terminé. Les fautes de quart, c'est le pire ennemi, je pense, de tout sportif Ouais, de glisse, quoi. c'est clair. Euh, c'est quoi tes objectifs 2025? Il y a des choses qui vont venir là? Ouais, 2025, bah, déjà, je pense que j'ai envie de faire un gros travail de préparation physique, continuer à faire une prise de masse, continuer à faire beaucoup de volume d'entraînement. J'ai pas beaucoup d'objectifs de résultats pour cette année. Je veux vraiment progresser sur le plan personnel. Après, bah, championnat de France, j'aimerais bien refaire un podium, ça c'est l'objectif aussi. C'est Et sûr qu'ils participent au championnat de oui, France? oui, c'est sûr. En Ok. fait, c'est assez open, le championnat de France. Enfin, déjà, il y a une D'accord. barrière à l'entrée parce que les gens s'inscrivent pas naturellement s'ils savent qu'ils sont pas Au niveau. enfin qui sont passés en compète quoi. Donc c'est pas, il y a pas de sélection pour le championnat de France. Mais le championnat de France, ouais, c'est toujours à l'E4 au mois d'octobre. Et sinon, l'idée c'est de gagner des places aussi par rapport aux seniors maintenant sur les compétitions internationales Hmm, notamment. carrément. Puis aller rattraper Axel Mazella. Hein. Ouais, c'est clair. Eh, il a quel âge? Je sais pas exactement, je dirais qu'il a 26. 26, donc Entre 26 et dans, 28, je dirais. dans Mais 4 ans, il aura 30 ans, il pourra toujours faire les JO, faut que tu sois meilleur que lui dans 4 ans. ouais, ouais, il va falloir être meilleur, surtout, ça c'est clair. Mais oui, je pense enfin, en tout cas, il a pour projet de continuer, Axel. Ouais. Et aujourd'hui, il a un meilleur niveau que toi, tu Ah dirais? oui, bah, bien sûr. Oh, je sais pas, j'ai pas Non, non, regardé. non, il a nettement un Ok. niveau. Et avec tout ce que tu fais, ça te prend beaucoup de temps, hein, le sport, Ouais. tes études et tout ça. Euh, T'as de la place pour une vie perso, on va dire, amoureuse, amicale. Bah, très peu. En fait, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont dans le même milieu que moi, ou dans la même situation que moi. Donc ça, du coup, c'est très cool parce qu'en fait, ils comprennent complètement que je sois jamais là et que moi, je comprends que je sois jamais là non plus. Par contre, quand on se retrouve, bah, déjà, on a plein de sujets de conversation qui sont liés à la voile et ça se fait toujours naturellement. Euh, Sinon, relation amoureuse, c'est quand même compliqué parce que j'ai un train de vie qui est assez... Sauf, faudrait qu'elle soit dans le kite, éventuellement. ouais, Et encore, encore. franchement, je sais même pas... c'est qu'en fait, ouais, mes journées sont tellement millimétrées pour que je puisse faire tout ce que je veux dedans que j'aurais même pas trop de temps pour ça en plus. Après, je pense que c'est des choix ou des trucs comme ça, mais pour l'instant, je suis très bien tout seul Très cool. Concentré. ouais, concentré, voilà, exactement. Ouais, non, mais c'est clair. Parce que, ouais, en fait, même là, du coup, quand je reviens ici, je rentre chez ma famille. Je suis très très content de la revoir, mais je vois quand même que j'ai pas le même rythme. Ouais.
Déjà, il y a des horaires de repas à respecter, il y a des horaires, enfin, on peut pas vivre comme on est tout seul. On est tout seul, tu peux vraiment, tu vas en cours le matin, après tu vas naviguer, après tu vas à la salle, tu rentres, il est 22h, c'est pas grave, tu te fais à manger, bien tu vas sûr. dormir, c'est trop bien. Ok. Et en dehors du kitefoil, t'as d'autres passions qui t'animent ou c'est vraiment que le kite Bah, ouais, j'aime j'aime beaucoup les passions automobiles un peu. Ok. C'est un truc que j'aimerais développer plus tard, mais sinon j'aime bien la vidéo et ce secteur-là, je trouve ça cool aussi de faire des grosses vidéos, notamment dans le sport, avec un côté émotionnel qui est... Enfin, j'admire beaucoup les créateurs qui font T'as déjà eu des vidéastes qui ont fait des vidéos de Ouais, toi bah, un notamment peu Féroce qui ont fait Ouais, une série. j'ai vu Et ça, une petite vidéo. c'était vraiment trop top. Ils ont fait un documentaire de 15 minutes sur YouTube qui est assez cool. On mettra le lien dans la description Ouais, carrément. de YouTube. Et, et ça, c'est un truc ouais, qui me ferait plaisir de faire par passion à côté ou Cool. éventuellement un futur métier, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, mais sans plus, quoi. Ok. On termine toujours nos podcasts par un petit jeu. Donc je vais te citer des anecdotes qui peuvent être vraies ou fausses concernant ta passion. Ok. Et tu vas essayer de deviner si elles sont vraies ou fausses. Ok. T'es prêt? Alors la première anecdote, c'est lors d'une compétition, un kitesurfer a été suivi par un dauphin pendant sa performance, créant un moment viral sur les réseaux sociaux. Ça me dit rien, je pense que c'est faux. Alors c'est vrai, c'est en 2016, lors d'une compétition en Australie, le kitesurfer professionnel a été accompagné par un dauphin pendant sa session, offrant des images spectaculaires. Voilà. Ok. C'est ce que j'ai trouvé. Après, Ah, mais c'était en compétition ou c'était en. c'était en compétition en Australie, ouais, en 2016. Ok, d'accord. Deuxième anecdote, le record de vitesse en kitesurf dépasse les 100 km/h. Ouais, c'est Alex Kazar qui l'a fait. Ouais, c'est ça, Alex, c'est ça ce que tu as dit. Alex Kezerg, Kezerg, ouais. ouais, une vitesse de, tu sais, C'est 104 ou 113, je sais plus. 107,3. Ouais. 107 km/h en 2017. Un kitesurfer aurait utilisé son aile pour tracter un bateau en panne jusqu'au rivage. Bon, oui, ça m'étonnerait pas, mais moi je l'ai déjà fait avec mes Ah coachs. ouais Oui. Et bah, moi j'ai faux, mais Ah ouais, bah non, ça arrive très ça arrive souvent. ouais, Tu ouais. peux En fait, tracter avec ta voile. En fait, on se place dans l'intérieur du bateau, on met les pieds dans le boudin, enfin, généralement pour un semi-rigide. Et avec la puissance de la voile, ouais, ça nous permet de rentrer Trop jusqu'à cool. terre. Ouais, non, ça se fait Ouais, carrément. donc comme quoi, quand il y a du vent, c'est comme une Bah, voile. les en pros de fait. kite doivent le faire très régulièrement pour ceux qui travaillent en bateau. Et enfin, Ouais. non, ça arrive. Ok. Et la dernière anecdote, deux kitesurfers auraient parcouru la Manche en une seule traversée sans assistance avec 30 kilos de pain dans le dos. Alors, 30 kilos de pain. Dans un sac, ils ça- avaient. Pour le 30 kilos de pain me dérange un peu, sinon, oui, ça a déjà été fait la Manche, il me semble, en kite. C'est Martin et Théo sont partis à Weymouth en Angleterre avec 30 kilos de pain rassis destinés à faire de la bière dans leur microbrasserie Pain de Minuit. Et donc ils étaient revenus en kite avec leurs 30 kilos de pain en Ok. sac à dos. Ok, Voilà. ça me dit rien comme anecdote. Ok, bah merci en tout cas Mathéo Merci à d'avoir toi. participé au podcast, c'était très cool. Ouais, grave. Moi j'ai découvert plein de choses. Je suis pas du tout de l'univers du surf et du kite. Donc comme je te disais, interviewer différents sportifs, des sports que je maîtrise pas, bah, c'est hyper cool. Mhm. Donc j'espère que tout le monde aura apprécié aussi t'écouter sur toutes tes aventures, tes anecdotes. C'était super cool. Donc, Bah, grave, merci à toi pour l'invitation, c'était un très bon moment. ouais, je t'en prie, c'était super. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Mathéo Kogiek dans Parlons peu, parlons passion. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans les prochaines semaines. Ciao!